News One au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. Nous avons, dans le cadre de notre programme habituel, Dossier du jour, nous parlons des rencontres culturelles des peuples Fambeti. La 7e édition est annoncée les 2 et 3 janvier 2026. C'est à Yene Yene, c'est une localité de l'arrondissement de Ngoumou, dans le département de la Meufouakano. Nous avons donc à rencontrer les membres de l'ordre des Zomlo Betifan Cameroun, qui nous font l'honneur d'être sur ce plateau avec moi. J'ai notamment Hubert Bounou, qui est secrétaire général de l'ordre des Zomlo Fambeti. Bienvenue. Bonjour, je voudrais saluer très cordialement l'ensemble des téléspectateurs de B-News One. Tout le plaisir est le mien de fouler pour la première fois ce magnifique studio de B1. Vous êtes les bienvenus. Revenez-nous chaque fois que vous avez ressenti l'envie. Je serai toujours honoré. Vous avez en face de vous Luc Maxime Nkoulou Elada. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Je suis là, je suis content d'être ici ce soir. Voilà, il est membre également de cet ordre. Nous allons parler des choses essentielles se rapportant à la culture de ce groupe ethnique qui se revendique d'une certaine historité. Et nous allons parler des pratiques telles que l'osso, c'est des rites qui existent dans ce groupe-là, les rapports entre ce groupe et l'autorité de l'État, les rapports au sein même de cette entité qui fait beaucoup pour notre pays. Et ils sont rendus à la 7e édition des rencontres culturelles. Ça veut dire que ça marche au sein de cette association. Alors, je commence par Hubert. Permettez que je vous appelle par les prénoms. Hein. Vous êtes Sa Majesté. Merci beaucoup. Merci. Il ne faudrait pas qu'il y ait des confusions. Quand on dit dans votre jargon Zomlo Betifan, cela renvoie à quoi exactement? Il faut bien le comprendre. D'abord, l'appellation Zomlo. C'est difficile de trouver son équivalent dans la langue de Molière. D'aucuns disent patriarche, mais il faut savoir que on ne peut pas, dans le fond, se retrouver dans cette expression. Le patriarche, dans sa compréhension littéraire, notamment dans le dictionnaire, fait quand même référence à un certain âge, une personnalité d'un certain âge. Mais quand on dit Zomlo, il vaut mieux comprendre ça comme étant les gardiens, dépositaires et les garants de la tradition. Vous êtes la preuve palpable du fait que dans cette entité-là, il n'y a pas que les vieux. Ah, encore que la vieillesse, hein, la vieillesse, les histoires d'âge, la vieillesse c'est un chiffre, hein, on va dire après. Alors, Luc Maxime, dans la peau d'un Zomlo, vous avez un pouvoir surnaturel, vous avez quelque chose qui vous diffère des autres? Bon, je dirais déjà qu'on est Zomlo. On est Zomlo parce qu'il y en a qui s'arrogent ce titre, qui se disent du jour au lendemain, je suis Zomlo. On est déjà Zomlo. À un moment donné, on a entendu parler des petits Zomlo, des grands Zomlo, des super Zomlo. Du Zomlo, des Zomlo, il y a eu toutes ces appellations qui nous inquiétaient un peu. Ça dépendra de tout un chacun. Bon, je sais que le Zomlo, c'est celui-là, le garant de la tradition, celui-là qui... on n'est pas au-dessus des autres personnes, hein. Nous sommes des personnes déjà. Et c'est vrai que nous, dans notre groupe par exemple, nous avons eu cette idée-là de promouvoir les traditions, c'est-à-dire ce qui est en train de disparaître chez les Fambeti. Est-ce qu'on doit avoir peur de vous? Parce que vous avez quelque chose de particulier. Vous avez eu votre père. Vous avez peur de votre père? Il faut comprendre, les gardiens de tradition sont en fait c'est des parents, c'est les pères de famille. Sauf que je n'ai jamais pensé que mon père avait quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Or, vous, par vos accoutrements,
par vos interdits, par votre comportement social. Dans notre organisation, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous diffère, qui vous éloigne un peu des autres. Je pourrais revenir dès le départ pour dire que quand vous étiez à la maison, ton père, ta maman et toi, chacun était différent. Ton père se distinguait par quelque chose. Il avait absolument quelque chose au-dessus de ta maman qui est son épouse et de vous qui êtes ses enfants. Il va de soi que le père, il est le chef de la famille. Le père, dans notre organisation culturelle, traditionnelle, originelle, c'est le père qui donne la vie. C'est les parents qui donnent la vie. Et le gardien des traditions peut aussi être entendu comme étant le père des pères. C'est le chef du clan, le chef de la tribu. Il parle au nom d'une communauté large. À ce titre, il peut avoir quelque chose que tout le monde n'a pas. Notamment, il a l'initiation. C'est pour ça que nous sommes en ordre. Et je voudrais qu'on en parle tout à l'heure, l'initiation des hommes. Oui, on pourrait en parler. Là-dedans, avant d'avoir un groupe qui s'appelle une association, l'initiation commence à la naissance, c'est-à-dire dans les familles. Parce qu'après, ce serait bien de se départir de ce certain nombre de choses qui peuvent s'afficher comme étant du registre... Pas tout à fait, c'est-à-dire du registre de l'affichage. Ce n'est pas la tenue, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les appareillages qui font l'initiation. L'initiation, c'est quelque chose de tout à fait autre. Vous pouvez être initié sans avoir la tenue. Cette tenue-ci est une tenue d'association. Comme toutes les associations ont leur tenue ici. Quand tu dois officier, ce n'est pas la tenue qui officie. Après, j'ai entendu parler, vous avez sorti une expression, les hommes là, des hommes là. Dans l'ordre des gardiens de tradition, BTF1, il y a des principes cardinaux. L'un des principes s'appelle le principe de la transversalité. C'est quoi le principe de la transversalité? Nous sommes originaires de diverses cultures, de diverses familles, de diverses tribus, de divers clans. Exemple, moi je suis Ewondo, je suis Mvok Tugumbala. Vous voyez mon confrère, il est Ngui. Vous, dans votre famille, vous êtes Elega. Alors, moi j'étais initié, intronisé chez moi, dans ma famille. Lui, dans sa famille. Donc, il ne va pas arriver un jour où le Mvok Tugumbala va commander. C'est pas possible. Donc après, vous pouvez vous-même comprendre le contenu de ce qu'on m'attend dans les hommes-là des hommes-là. C'est pas si un jour, quand tu es parent, tu es le père chez toi, après il y a quelqu'un qui dit là-bas, il est le père des pères. C'est-à-dire qu'un matin, quand papa vient, toi tu vas dire à papa, je vais les baigner, papa te dit que non, je ne suis plus ton père, tu as un nouveau père là-bas. Mais vous savez que le problème s'est posé au Parlement camerounais, qu'il y a deux chambres. Il y en a à qui on a donné, sans que cela soit précisé ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur de cette structure-là, on a donné le titre de honorable. Et à l'autre, au Sénat, à un moment donné, on a parlé de vénérable. Donc ce n'est pas seulement dans votre ordre que ces problèmes-là se posent. Après, tout ça amène à des codifications. Si ça peut se retrouver au niveau de l'organisation la plus achevée, qui est l'État, on peut déjà avoir ce genre de confusion, à la plus forte raison donc des questions de... Je ne voudrais pas dire de l'imposture, mais bon, il y a des choses à codifier quand même. Alors, Luc Maxime, vous avez évoqué une question qui m'a intéressé tout à l'heure, l'initiation. Vous avez dit, on est Zomlo. Pour votre cas, comment ça s'est passé? C'est la famille qui décide de faire de vous un Zomlo. C'est un choix de la famille biologique, c'est un choix du clan, c'est un choix du groupe. Pas tout à fait un choix de la famille. J'ai dit qu'on est Zomlo. Moi, par exemple, je ne m'attendais pas à être Zomlo, si je le suis vraiment. Je ne m'attendais pas à être Zomlo. Je vais prendre mon cas précis. Je vis à Yaoundé, on m'appelle, on me dit viens au village. Apparemment, il y a des choses qui te reviennent. Mais est-ce que personnellement, vous sentiez quelque chose déjà dès l'enfance? Vous aviez des signes? Parce qu'il y a quand même, j'imagine que dans cet ordre-là, il y a des signes annonciateurs de quelque chose. Si vous diffère des autres, du regard, de votre comportement, de ce que vous faites. C'est vrai aussi parce que je nais déjà dans une famille où il y a un Zomlo. Bon, dans cette famille, c'était mon père, je peux dire adoptif, parce que j'ai perdu mon père, j'étais encore tout petit.
Mon père décèle en moi beaucoup de choses. Mon père adoptif, il voulait déjà que je sois, je ne sais pas. À ses côtés tout le temps. Oui, pour voir comment ça se passait. Oui, que je sois à ses côtés. Mais il remarquait aussi que j'avais des aptitudes. Je parlais déjà beaucoup et je disais beaucoup de vérité. Voilà pourquoi, Alors, c'est vrai, vous voyez, quand on dit en définition, comprendre ce qu'est un homme là, on a dit que c'était le gardien, dépositaire et garant. Quand on est gardien de quelque chose. Ça peut être quelque chose d'immatériel, ça peut être quelque chose de matériel. Nous tous savons ce que c'est qu'un gardien. Quand on est gardien, on doit pouvoir palper ce qu'on garde. C'est d'une part. Et d'autre part, le confrère a évoqué la question de, il dit, on est hommes-loi. Je sais que ça fait un peu flou, mais je voudrais convoquer un peu l'univers de la parole de Théodore Maï-Matite. Vous avez lu ce livre, il crée un lien entre la parole et la réalité. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est la parole qui fait de toi ce que tu es, ou alors tu l'es déjà et la parole ne vient que le révéler? Alors il faut bien rentrer dans les arcanes de ce document de Théodore Maï-Matite, l'univers de la parole, pour dire que, est-ce que c'est le fait que les gens se lèvent aujourd'hui, ils disent que vous êtes homme-là? Que vous l'êtes effectivement. Que vous l'êtes effectivement. Auquel cas, vous pourrez même l'acheter. Si vous voulez, vous pouvez convaincre, vous pouvez corrompre tout le monde. Après, ils disent, vous êtes homme-là. On a connu des cas. Est-ce que c'est le fait qu'on le dit? Est-ce que vous l'êtes même déjà? Par quelques mécanismes parfois extra-naturels. Est-ce qu'il c'est possible de pouvoir l'identifier tout seul? Savoir que ce rôle-là pourrait me revenir dans la société un jour, tant tout petit. De toutes les façons, quand vous êtes né dans une famille, dans une ère culturelle, où il y a des pratiques, où il y a un guide, où il y a des visées, des façons d'être et de faire. Quand vous vous reconnaissez déjà dans cet univers, vous êtes déjà bien parti pour sauvegarder ce qui peut l'être. Maintenant, c'est à des niveaux. On ne commence pas par être aux hommes-là. Il y a une forme d'hiérarchisation dans cette affaire. Il faudrait que ton papa, d'abord, c'est-à-dire au sens biologique, te laisse après lui. C'est-à-dire que tu gardes la famille de ton père. Après que tu aies créé la tienne, c'est-à-dire que ta femme et tes enfants. Sous le regard de ton papa. Ton papa est parti, on t'a laissé. On t'a mis ce qu'on appelle la peau de panthère. Ça s'appelle une écobse, qu'on te mette ça. Après, il y a une étape qui te dit, tu es le passeur de la parole. Le passeur de la parole. Là, tu n'as même pas encore la canne. Après, tu deviens le teneur de canne, un bintoum. Après, tu vas être tes hommes là. Après, il y a des étapes après. Donc, après, tu commences par un matin avec des gens qui sont allés en vente, ils ont acheté la canne. Après, ils disent qu'ils sont hommes. Ils ne savent même pas ce que c'est. Après, il faut qu'être... Et puis, ce n'est pas quelque chose qui se dit. Ça se vit, ça se sent, ça se fait. Il faut être capable de résoudre le problème qui doit être résolu. C'est quoi? En quoi est-ce que le Mbintoum, le tenant de la canne, est différent d'un homme là? Et je voudrais donc qu'on revienne sur la question que j'ai posée au départ, la question de l'initiation. Oui, l'initiation. L'initiation, dans votre cas, consiste à quoi? Dans mon cas précis, je dis que j'étais à côté d'un homme là. Et il a trouvé que j'avais ces aptitudes. Minuit, à 4 heures, au cimetière. Non, je ne suis jamais allé. Allons rendre grâce à tel, faisons ceci. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis jamais allé au cimetière, parler à qui. Non. Mon père, il savait déjà que lui au village, c'était un chrétien, c'est vrai, mais il avait déjà ses aptitudes à lui pour être déjà homme-là. Lui-même, il n'avait pas été homme-là avant, je ne sais pas. Il n'était même pas, il ne vivait pas au village. On l'a aussi coopté. Mais là, ça pose un problème parce que... Et l'initiation, moi, je n'ai pas été à une école pour être homme-là. Je suis passé par mon père, comme je dis, et après, le village lui, il a parlé de Cannes, d'autres choses qui viennent après. Ça commence peut-être même par le chasmousse que le père, que la famille vous donne. Ça commence par là. Parce qu'il voit en vous quelqu'un qui peut rassembler, oui, justement parce que un troupeau. Oui, parce que exactement quand on voit un chasse-mouche, il est constitué de lamelles, de fibres, oui. C'est chaque fibre, parce que ces choses-là ont une signification assez profonde. On ne va pas vous donner un chasse-mouche. Le chasse-mouche avec les fibres, les lamelles,
C'est chaque lamelle représente une personne de votre famille. Et c'est toutes ces personnes réunies-là que Vous êtes appelé à conduire. oui, que vous êtes appelé à conduire. Moi, je suis pas passé par le Charles par exemple. Mais j'ai quand même, bon, à un certain moment, on me disait, il y a tel problème avec telle personne, est-ce que tu peux faire comprendre à ces personnes-là que la vie, bon, dans tous les cas, j'ai commencé déjà très jeune, je ne suis pas passé par une école, mais je sais. Est-ce qu'il y a une école d'initiation en réel? Si oui, comment y comment c'est y vrai, accéder? il y a forcément une école. Mais ce n'est pas l'école occidentale où on va dire que tu vas t'inscrire, puis tu vas à la CIL, puis tu vas. Je dis que l'école commence par ta naissance. Je dis bien que tu nais dans une famille, dans un clan, dans une tribu, qui a des façons de faire, des pratiques culturelles. C'est là que commence l'initiation. C'est-à-dire que quand tu commences à savoir que chez moi, voici dans notre famille, dans notre clan, voici comment on s'habille, voici comment on s'assoit, voici comment on mange, voici comment on fait telle cérémonie, voici comment on fait. C'est ça l'initiation, c'est ça l'école. Quand on dit l'initiation, je vois que les gens attendent voir des hiboux, des choses. Évidemment, le monde est fait des choses visibles et des choses invisibles. Mais personne ne viendra ici pour vous expliquer des choses invisibles. Vous aussi, vous avez des choses invisibles en vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous lever un matin, vous vous sentez une façon. Après, vous ne savez pas expliquer ça. Il y a le monde immatériel qui existe et qui est réel. Il y a aussi le monde matériel. Quand on dit initiation aux gens, on dit l'école. Et vous faites la jonction entre les deux. Évidemment, évidemment. C'est ça même le... Il vous arrive de voir ceux qui sont partis avant nous. Par exemple, parce qu'on vous dit, et c'est bien connu, hein, et c'est bien connu que l'une des attributions du gardien des traditions, c'est de jouer le lien entre les choses visibles et les choses invisibles. Voilà, tu dois pouvoir faire le lien entre les vivants et les morts, comme on dit. Et ça, ça passe par l'initiation. Ça passe par l'initiation. Il faut avoir qualité, il faut avoir reçu l'onction. Et que les gens se reconnaissent en vous pour dire que tu peux invoquer tel ou tel, en telle ou telle qualité. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Et on doit vous montrer comment ça se fait. Et en quelle langue tu parles aux gens qui ne sont pas vivants, au sens matériel, au sens physique. Il y a des codes. Et ça l'initiation. Et si vous ne pouvez pas appeler vos parents qui sont partis, vos ancêtres, mais vous n'êtes rien du tout. Mais est-ce que j'ai besoin de passer par un homme pour le faire? Je peux le faire à titre personnel. C'est-à-dire que j'ai mon grand-père qui m'aimait beaucoup. Face à une difficulté, je décide, comme nous invoquons Jésus, comme nous invoquons Marie, et je décide d'aller peut-être devant sa tombe et dire, voilà, grand-père, j'ai tel problème, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à sortir de là? Je n'ai pas besoin d'un homme à ce moment. Bien. Mais sauf que la vie de ton clan, la vie de la tribu, la vie de tous les membres de l'air culturel de type fan ne dépend pas de ton père seulement, ou de ton grand-père. Alors tu as donc des milliers de grands-pères. Peut-être qu'il faut évoquer dans le même temps. Il faut donc quelqu'un qui a qualité pour faire ça. Et la personne qui a qualité pour faire ça ne fait pas au nom de lui. Il fait justement au nom de l'accord que toi tu lui as donné, la force que toi tu as pour parler à ton père qui n'est pas là, tu la lui confères pour que lui puisse parler au nom de nos pères à nous tous. Oui, de toute une communauté. De toute une communauté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que l'onction est très importante. Peut-être qu'il faudra à un moment, quand on va avancer, peut-être qu'il faudra savoir quelle est même la fonction des hommes là. J'en viens. Voilà. Vous avez bien fait d'évoquer tout à l'heure le rôle des hommes là. Ce que j'ai retenu, je peux me tromper, vous me corrigez s'il vous plaît. Vous avez dit c'est le garant de la tradition. Gardien de la tradition. Voilà. Alors, dans nos communautés où nous savons que la tradition perd de plus en plus de sa valeur, vous êtes gardien de quoi? Nous sommes gardiens gardiens de la tradition. Parce que c'est justement pour ça que c'est dans ce sens-là que les hommes là intervient. Parce que ces valeurs-là sont en train de partir et nous voulons, par exemple, dans notre association, relever ces valeurs-là qui sont en train de partir. Bon, et c'est vrai, il a parlé, mon confrère a parlé de l'onction. L'onction se donne déjà, je peux dire par toute la communauté, c'est vrai. Par toute la communauté, c'est pas seulement votre père, c'est pas seulement... et comme vous l'avez dit vous-même, c'est vrai, vous pouvez avoir un grand-père, un père qui est parti et qui vous revient souvent.
ben, c'est à vous d'aller rencontrer le dépositaire et le garant de la tradition pour lui dire, pour lui révéler tout ce que vous pouvez vivre chez vous. C'est-à-dire, c'est dans cette somme-là, cette somme je ne sais pas, qui fera de vous le gardien, le garant de la tradition de toute votre communauté. Oui, parce que nous sommes conscients de ce que nous avons en face de nous d'autres groupes qui nous fréquentent, qui nous approchent. Il y a des religions qui arrivent, il y a d'autres croyances qui sont autour de nous. Et dans nos milieux communautaires, vous savez bien que les traditions sont en perte de vitesse. Et d'où donc, nous avons tendance à faire appel à d'autres qu'à vous lorsqu'il faut régler les problèmes communautaires. C'est vrai, quand nous vivons dans notre environnement, dans notre communauté, vous savez bien que jusqu'à un peu moins de 20 ans, vous n'aviez jamais vu une association de gardiens de tradition. Les gardiens de tradition ne se mettaient pas en groupe pour former des associations. Chacun était autonome chez lui, dans sa famille. On pouvait se rencontrer quand on a un point commun, une cérémonie qui nous unit. C'est justement parce que nous avons fait des observations pertinentes relatives à la déperdition de nos traditions que nous essayons de nous mettre en commun. Première chose, pour essayer de redonner vie à ce qui peut encore l'être. En prenant tout à fait conscience de ce que nous avons beaucoup perdu. Et nous savons pourquoi nous avons perdu. Et par qui nous l'avons perdu. Nous savons très bien. Les facteurs, il y en a deux. Lesquels? Le premier facteur, c'est le facteur impérialiste. C'est-à-dire que les religieux. Il faut savoir que le religieux est un impérialiste parce que l'impérialisme religieux existe. C'est pas excessif. Je ne pense pas. Ils sont venus avec Dieu. C'est formel. C'est formel. L'impérialisme religieux, c'est une science. Vous pouvez l'étudier. Je ne viens pas l'inventer. Si l'impérialisme religieux, vous pouvez lire ça dans l'histoire. Ils sont venus ici pour nous dire que tout ce que nos parents, nos aïeux faisaient, c'était diabolique. Oui. Avec pour mission de nous en défaire. Nous savons ce qui en vient après. Deuxièmement, il y a eu l'avènement de l'État. L'avènement de l'État, après, vous savez qu'il y a eu de nombreux rites qui ont été interdits par l'État, après avoir été prohibés par les églises. Après, quand on se trouve dans cet environnement-là, nous essayons donc de rattraper ce qui peut encore l'être, de le codifier, de le protéger, de le promouvoir et de l'intégrer dans le monde actuel, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait. Nous devons enseigner. Pour enseigner, il faut savoir. Pour savoir, il faut apprendre. D'où l'école. Dans notre organisation traditionnelle originelle, c'est le gardien des traditions qui gouvernait la communauté. Donc nous devons gouverner nos communautés. Ça passe par beaucoup de choses. Nous devons conjurer le mal dans nos communautés. Après, nous sommes les papas, les pères. Donc nous devons nous occuper de façon matérielle même des gens qui se reconnaissent en nous. Je voudrais, dans la deuxième partie de ce programme, que nous évoquions ce que vous entendez faire les 2 et 3 janvier 2026 à Yéné, dans l'arrondissement de Ngoumou, département Mofouyakono. Vous annoncez les rencontres culturelles des peuples bétifans et c'est la 7e édition. Qu'est-ce que vous mettiez dans ces rencontres? Oui, justement, nos rencontres, comme nous le disons depuis là, nos rencontres, c'est pour essayer de relever ce qui est parti. Bon, il a parlé de la religion et de l'État, revoir à peu près ce que nous pouvons faire revivre. Et ça se passe depuis 7 ans. On a commencé. Est-ce que vous avez déjà des choses palpables que vous obtenez après les 6 précédentes rencontres? Évidemment, nous pouvons parler en termes de résultats atteints. On peut décliner rapidement, tout au moins en 3 plans. Le premier plan est un plan juridico-administratif. C'est-à-dire que nous sommes déjà un ordre reconnu, officiel. Nous avons un site, nous avons un siège social, nous avons des publications scientifiques qui circulent. Donc, nous sommes une organisation connue. Et hiérarchisée. Et hiérarchisée. Voilà. Maintenant, quand on parle de la 7e édition des rencontres culturelles, la 7e édition rentre dans le canevas plus ou moins habituel. C'est-à-dire quoi? Nous prenons
dans notre organisation annuelle, nous avons des réunions une fois tous les 2 mois par an. En début d'année, nous prenons une thématique centrale. C'est elle que nous débattons toute l'année, avec pour objectif qu'en fin d'année, qu'on puisse déjà dire que, nous avons déjà fait un travail diachronique, c'est-à-dire que nous avons dit, par exemple, pour cette année, nous parlons du taux. Il faut qu'on puisse dire clairement aux gens, il y a 100 ans, voici comment on faisait le taux. Le taux, c'était quoi? C'était quoi? Maintenant, on a glissé, on a perdu quoi là-dedans? Maintenant, comment ça se fait? Et comment on se projette dans le monde à venir? Donc, en fin d'année, comme ça, l'ensemble des garants de tradition, on se retrouve dans un conclave toute la nuit. C'est donc, pour le cas d'espèce, le 2. La rencontre avec le monde immatériel. Peut-être que ça fait partie. Justement, parce que quand nous commençons cette rencontre-là, nous invoquons déjà... Justement, nous nous faisons accompagner par ceux qui ne sont pas là, physiquement. Vous les voyez? Si vous avez les yeux, vous les voyez. Vous les voyez. Et je crois que tout le monde qui est là ressent quand même qu'il y a une autre présence. Parce que c'est vrai, il faudrait bien qu'on comprenne ce que c'est. Je dis, quand vous voyez un patriarche, un porte-parole parler, il ne parle pas au nom de lui-même. Il parle au nom d'un peuple. Il parle au nom d'une communauté qui lui a donné mandat, onction. Et donc, cette communauté-là est faite des vivants et des morts. Ça veut dire que quand vous allez, vous les portez avec vous. Vous portez votre mandat, votre onction. Ça veut dire que quand on dit aux gens qu'on va évoquer les gens qui ne sont pas là, dans la tête des gens, tu vois beaucoup de points d'interrogation, ils vont faire la sorcellerie. Alors, dites-moi, vous allez à Yéné Yéné, par exemple, ce n'est pas votre milieu naturel, ce n'est pas le vôtre non plus. Il paraît que c'est le mien. Bon, disons que c'est le mien, c'est peut-être ça. Il paraît que c'est le vôtre aussi. Oui, Nous sommes dans la forêt. On nous disait tout à l'heure, vous ne pouvez qu'invoquer ce que vous connaissez. Tout à fait. Est-ce que tout en groupe, vous invoquez tous les parents, tous ceux qui sont partis? Bon, voilà comment ça se passe. C'est chacun qui invoque ses ancêtres, si je peux le dire ici. C'est chacun qui se lève, il invoque ses ancêtres. Et ses ancêtres. Mais vous êtes à Yéni, vous partez de Mbuye avec vos ancêtres, vous allez... Justement, ils sont avec moi. Les ancêtres, c'est pas, ils sont avec moi. C'est vrai, est-ce que vous pensez qu'un esprit a une limite? Pas du tout. Voilà, et puis on a évoqué plutôt pour dire, il y a des codes pour convoquer un esprit. Dans l'appellation, dans les appellations, c'est-à-dire que dans la nomenclature de la nomination, la donation des noms dans la tradition Béti, chaque individu a 3 types de noms. C'est-à-dire que vous avez votre nom, Hubert Bounougou, le nom de votre personne physique. Vous avez une autre appellation, c'est souvent un petit cri. Après, vous avez une appellation supérieure encore, c'est elle qu'on convoque l'esprit. Ces choses se disent dans notre tradition. Obele Iyola, Obele Meberen, Obelndan. On convoque les esprits justement par l'ondan. Et vous savez que dans votre famille, les élèves, vous avez un dan. Votre patriarche vous le dira. Quand tu dis ça, c'est ça qui appelle l'esprit. C'est ça qui est l'identifiant de tous les élèves. Et les vivants et les morts. Chez nous, l'invoque Tsumbala, on dit Tsumbala Firabi. Quand tu dis comme ça, tu parles au nom de tous les invoques Tsumbala, même ceux qui sont au bout du monde, même ceux qui ne sont pas là. Voilà l'identifiant. Et vous savez que ça, il faut une école pour apprendre ça. Donc, quand je dis qu'on arrive dans la forêt équatoriale, qui est notre milieu de vie originel, pour convoquer les esprits d'invoque Tsumbala qui sont aux États-Unis, ça ne veut pas dire que je vais avec une liste, puis je commence à appeler le nom des gens. Si je dis Tsumbala Afirabi, j'ai déjà convoqué tout le monde. Et là, quand tu dis comme ça, tu as convoqué tous les là. Voilà cet identifiant. Voilà. Voilà cet identifiant. Vous commencez à 20h, le conclave commence à 20h. À 20h. Oui. Nous attendons donc, dans le cadre de ce conclave, tous les gardiens des traditions, même ceux qui sont membres de l'ordre ou ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que nous appelons tout le monde. Parce que le fait que tu sois fait gardien des traditions chez toi, ne fait pas de toi, du fait, le connaisseur de toutes les pratiques. Et il y a bien des doyens, des personnes qui connaissent des choses, mais que toi, tu ne connais pas. Tout patriarche futur. Et donc, si nous devons redonner vie à un certain nombre de choses, il faudrait bien qu'on ratisse large pour qu'ensemble, on puisse construire quelque chose qui nous accorde tous. Quand vous allez, quel est l'objectif? In fine, c'est la codification. On va emprunter un peu à l'église, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quand vous avez un jour
Comme hier, c'était dimanche. On fait la messe du dimanche pour parler de l'église catholique, celle qui est la nôtre, on se reconnaît là-dedans. La messe qui a été dite hier, elle a été dite de la même façon à Rome, à Nkumeke, à Konan, à Yaoundé. Elle a été dite de la même façon. C'est ça qu'on appelle l'harmonisation. Donc il faudrait que, si moi je suis une fonctionnaire, je dis que voici comment je donne les filles en mariage, dans l'ordre chez les petits. Et il faudrait que quand on va aller chez les élèves, qu'on fasse la même chose. Quand on va aller ailleurs, qu'on fasse la même chose. Voilà l'objectif. Sinon, si on laisse chacun faire de sa façon, après, c'est pour ça qu'on perd des choses. Il faut qu'on les codifie. Vous êtes au courant de ce que les entités comme la vôtre, comme l'ordre des hommes, l'ordre des Tifan, font face à des divisions internes parce qu'il y a des disputes. Il y en a qui estiment qu'ils sont plus puissants, il y en a qui estiment qu'ils ont beaucoup de choses à donner, ou ils ont beaucoup de biens. Et parfois, ça crée des confusions et ça fait que nous portions un regard un peu différent sur vous. Est-ce que l'ordre des hommes là échappe à cette logique qui est une logique sociale? Vous savez, c'est vrai, nous avons connu au dernier septennat, dans cette république, un monsieur qu'on appelait le président de Facebook. C'est-à-dire que nous avons élu quelqu'un, le président Biya, il a prêté serment. Mais il y avait un monsieur quelque part là, lui aussi, on le voit dans Facebook, il dit qu'il était... Donc, après, si on a connu ce type de choses au sommet de l'État, ce n'est pas dans des organisations moindres que ça va manquer. Si vous arrivez dans une famille, quelque nucléaire soit-elle, on a déjà vu un enfant qui décide un matin de tutoyer son propre père, qui est son chef de famille. Après, c'est le propre de toutes les organisations. Après, je dis, je le répète, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Peut-être reconnaît-on le moine par l'habit, mais les choses de l'initiation sont à milieu des affichages. Il faut bien qu'on le comprenne. Alors, je pose la question parce que j'ai vécu une situation un peu embarrassante. Il y a un groupe formatif justement qui est en France, qui est très bien organisé, qui se battait pour revivre les traditions là-bas, ne pas être coupé totalement des villages ici. Et donc, ils faisaient appel à certains d'entre vous et qui étaient connus. Ils avaient créé un grand ensemble qui communiquait beaucoup sur les plateformes numériques. Mais au fil des mois, ça s'est très mal terminé parce qu'il y a eu des cas d'escroquerie, ce qui se passait pour des tradipraticiens qui soignaient ci, qui soignaient ça. Donc, ça dilue un peu le travail qui était recherché, qui était un travail salutaire. Comment vous contournez ces difficultés dans votre ordre? Nous n'avons pas la prétention de contourner ce type de difficultés. Ce ne sont pas les nôtres, on ne connaît pas ce type de choses. Nous sommes les gardiens des traditions. Et il faut nous distinguer des tradipraticiens. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas des tradipraticiens. Les gens qui font autre chose là, ce n'est pas la même chose. Après, je dis que si je dois parler, je parle au nom d'une communauté qui m'a donné un mandat, une onction. Quand je prêche en ma cathédrale, je suis un berger qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Maintenant, dans la communauté d'Invoque Tchoumbala, on peut se retrouver au bout du monde. On est partout sur la planète. Si quelqu'un a une problématique quelconque à poser, je dois répondre. Après, je ne sais pas d'où peut sortir des questions d'escroquerie. Je ne sais pas comment ça fait. C'est-à-dire qu'il y a mon fils qui sera... Ça peut venir du fait qu'il y a peut-être dans la communauté Mbok Tchoumbala, dans la communauté où certains qui ne se reconnaissent pas en vous. C'est possible, c'est possible. C'est surtout cette difficulté-là. C'est à cette difficulté que nous sommes confrontés. Parce qu'il y en a, par exemple chez moi, ce n'est pas tout le monde qui va me reconnaître comme zombie. Non, comme zombie, non. Même reconnaissant, il te combat quand même. Oui, ils me combattent. Mais je sais je sais jusqu'où je peux aller avec les conseils que je peux donner, par exemple, à quelqu'un. Voilà. Je sais que si je le fais, je n'attends pas, je n'attends pas... un retour pécuniaire. Comment on va dire? C'est pas possible. Non, je n'attends rien. Je sais que je fais ce que je dois faire avec ma communauté parce que j'ai eu son onction, son mandat. Voilà. Je ne m'attends à rien d'autre. Mais il y a toujours des brebis galeuses. Il y en a même parmi les hommes là, je vais vous le dire. Vous avez compris parce que derrière ma question, c'est le côté matériel du travail que vous faites. Vous êtes
gardien des traditions, vous avez des choses que les autres n'ont pas. On estime parfois que vous êtes mieux loti que les autres et donc ça attise des convoitises. Des convoitises davantage sur le travail que tu peux faire qui peut amener à ce que tu sois écouté. Parce qu'il faut le dire, il y a un peu plus de 40 ans, tu ne pouvais pas entendre qu'il y a un gardien des traditions quelque part et puis il y a un autre. Ça n'existait pas. Nous sommes rentrés dans l'univers de ce que, quand vous êtes ce qu'on appelle un leader d'opinion, quand vous pouvez faire fléchir ou infléchir, ou vous pouvez orienter, vous pouvez influencer, vous êtes justement un sujet à question. C'est pour ça que si vous n'arrivez pas à définir clairement quelle est la position qui est la vôtre, vous allez avoir monsieur le politique, monsieur le millionnaire, monsieur machin, qui arrive et qui pense que lui ne peut pas être assis et puis c'est un sous-fifre de son chapitre qui va parler. Ils sont nombreux. Parce que, évidemment, le type, il s'amène, il a tous les millions, il fait toutes sortes de choses, il achète même la canne en or, j'en ai vu une, quelque part. Après, il dit que... On a vu ça, on a vu ça. Mais après, je dis et je le répète, les choses qui relèvent de l'ordre du sacré sont très loin des affichages et du bruit. Monsieur le secrétaire général, les politiques n'aiment pas beaucoup les groupes organisés. Tout à fait. Les groupes puissants. Les groupes de pouvoir, bien sûr. Les groupes de pouvoir. Voilà. Comment ils vous approchent dans vos communautés? Ils ne cherchent pas à vous diviser, ils ne cherchent pas à casser le groupe, ils cherchent à être avec vous. Comment ça se passe? Ça commence déjà par nos propres familles, à l'intérieur de la famille même. Hein. Ça commence par là. Il y en a qui cherchent à diviser justement parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra avec tout son argent, qui va voir tel ou tel pour lui dire que bon, voilà, pour que moi, par exemple, je sois bien vu, tu vas dire telle ou telle chose sur moi et je vais te donner de l'argent. Et voilà comment ça se passe. Cette division-là commence même au sein de la famille et ça s'élargit au sein de la communauté. Ça va jusqu'au niveau du clan. Au niveau du clan. Pour indiquer, c'est vrai, chaque fois que vous voulez intervenir face à un problème, il faut vous définir vous-même par rapport à cela. Quand vous êtes gardien de tradition, quand vous êtes un père de famille, il n'y a pas quelque chose là-dedans qui existe comme politique, comme élite, comme machin. Ils sont vos enfants. C'est ça. Quand vous prenez cette posture-là, vous êtes en marge de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous êtes directeur de je ne sais pas trop quoi, dès que vous arrivez dans votre village, vous avez même 60 ans. Si votre maman vous dit, allez me puiser de l'eau, je vais me laver, monsieur, vous prenez votre costume, vous prenez le seau, vous allez puiser de l'eau. Vous voyez? Vous allez puiser cette eau-là avec tous les milliards que vous avez dans vos poches, mais vous allez puiser cette eau-là. C'est cette posture qu'il faut avoir. Bon, maintenant, évidemment, en même temps que vous l'avez, les groupes de pouvoir, quand ils sont constitués quelque part, vous ne pouvez pas. Sinon, pourquoi est-ce que nous avons été obligés de nous constituer en une organisation légale? Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas avoir un groupe de personnes. Nous sommes quand même un peu plus de... Nous sommes près d'une soixantaine. Donc, vous ne pouvez pas avoir 60 personnalités qui vont se retrouver tout le temps, dire des choses, faire des choses, intervenir publiquement et que vous ne vous accommodez pas avec les règles de droit, avec l'État. Donc, nous avons fait une association et Dieu seul sait que pour que ce soit officiel cette affaire, ce n'était pas facile. Parce que justement, certains croyaient que si encore on donne la légalité à ces gens-là, on ne sait plus si on va parler au village. On a connu de nombreux. Bon, après, la vérité a fini par se manifester. On revient sur la cérémonie, donc, proprement dite. Vous arrivez, vous invoquez vos parents, ceux qui vous ont précédé dans l'au-delà. Et vous faites quoi après? Ce sera des... On rentre donc dans les débats de fond sur la thématique. Nous avons évoqué cette année pour dire que c'est le taux. Il y a un canevas de réflexion. Il faut qu'on puisse dire qu'est-ce que c'est. Il y a pour le moment des actes de vos différentes rencontres qu'on peut consulter en ligne. Évidemment, ça existe. On pourra les publier. Il y a des actes que nous prenons depuis des années. Même pendant, il y a des rapports d'étapes que nous faisons après chaque réunion. Une réunion contient 2 fois par mois. Il est donc question qu'on rassemble tout
à l'occasion de la grande veillée. Et donc, on rentre donc dans les débats de fond. C'est l'occasion donc de prendre la résolution. Par exemple... Et les débats de fond, c'est entre vous, hommes là, ou bien vous faites appel à d'autres expertises qui ne sont pas forcément membres de l'ordre. C'est pour ça que nous appelons tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui pensent avoir une expertise. Il n'est pas d'abord question d'être membre de l'ordre. Mais quand on dit, on appelle les dignitaires, que tout le monde vienne, parce qu'après, les résolutions que nous allons prendre, on va les appliquer où? C'est dans nos familles. Donc, il faudrait que les représentants des familles soient là, parce que ça les concerne. Ça va concerner notre vie à tous. Après, nous rentrons donc dans les débats de fond, avec pour projection de prendre une résolution. Pour dire, par exemple, que si on parle du taux, je veux dire, à une époque, on vous disait, vous devez, par exemple, couper la poule avec les dents. Vous devez manger. On va revenir sur ça tout à l'heure. Je voudrais que vous dérouliez d'abord le programme. Le programme. On va entrer dans ce rite. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, nous faisons dans le conclave. Après, ça doit se terminer autour de 5h30. Le matin, il y a une forme d'intendance parce que le samedi 3, maintenant, les populations sont attendues à partir de 8h. Il y a des personnalités, des invités, les autorités administratives, tout ça. Cette fois-ci, même, nous attendons les représentants les chefs de mission diplomatiques qui sont fait annoncer. On a invité des gens, donc des personnalités de divers types vont être là. Et la cérémonie de samedi, elle aussi très importante, s'articule le plus souvent en 2-3 points principaux. Premier point, c'est donc les enseignements. Parce que nous avons travaillé toute la nuit, il faut qu'on donne l'enseignement aux populations qui sont arrivées. Il faut qu'on communique les résolutions qui ont été prises. Après, évidemment, il y a la pratique, parce que les gens viennent avec toutes sortes de problèmes. Quand on dit conjurer le mal... C'est ce que vous appelez purification. Purification, voilà. On prend les herbes, on essaie de... Je ne sais pas ce qu'on prend, mais on prend beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'on prend, mais je sais qu'on prend beaucoup de choses. Parce qu'il s'agit de résoudre des problèmes précis. Et comment on fait? Poser la question. Comment on fait? Est-ce qu'on part de chez nous? Quand on dit qu'on prend les herbes, est-ce qu'on parle chez nous connaissant déjà les problèmes qu'on va résoudre? Ça veut dire qu'il y a une instance de concertation où des gens vont d'abord poser les problèmes avant qu'on apporte la solution. Sinon, tu t'assois chez toi, tu inventes tous les problèmes et toi, tu as déjà la solution. Ce serait bien curieux. Et ce travail que nous faisons pendant toute l'année, nous collectons les informations, des problèmes qui se posent. Après, c'est vers là qu'on va pour apprêter des formes de solutions. Alors, entrons donc dans ce qui va constituer le plat de résistance de cette 7e édition des rencontres culturelles des peuples Fambeti. Je le rappelle, nous sommes dans la prospective, nous parlons d'une actualité à venir et nous avons fait venir sur ce plateau de Binous-Ouane Hubert Bounou, qui est secrétaire général de l'Ordre des hommes lobes et Tifan. En face de lui, vous avez Luc Maxime Nkoulou Elada. Il est membre de l'Ordre, il est de la communauté Nui. Vous êtes là et vous allez procéder à ce qu'on pourrait appeler immersion dans un rite qui est en voie de disparition. Le taux, voie de disparition, fait de manière traditionnelle, on tend à l'oublier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'Église catholique, les prêtres qui le font, pour des raisons diverses qui sont évoquées. Maintenant, vous pensez que ça peut revenir, on peut le faire comme on faisait avant? Nous avons depuis longtemps dépassé l'étape de la pensée. Nous ne pensons pas que ça va revenir, ça l'est. Voilà, il faudrait bien qu'on se le dise. Maintenant, la question que vous posez qui est de fond, c'est est-ce que ça va se faire comme ça se faisait dans le temps? Évidemment non. Parce que le temps d'il y a 100 ans ou 200 ou 300 n'est pas celui-ci. Je vais évoquer un cas rapidement, peut-être qu'on va y arriver. Il y avait dans la pratique, avant de dire ce que c'est même le taux, les manifestations, etc., on va y venir, il y avait dans la pratique un moment où on prenait un chien ou une chèvre. On devait la faire passer à travers la maison, c'est-à-dire que quand il... Moi, j'ai vécu ça. Voilà. Mais 9 fois. Et vous voyez que maintenant, quand vous construisez votre duplex, oui. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire traverser... 9 fois, c'est... Il faut un engin très lourd. Donc, après, il faudrait qu'on puisse faire intégrer nos pratiques dans le monde actuel. J'ai pris cet exemple-là, je peux en prendre d'autres. Donc, notre objet
qui est donc à partir de la collecte d'un certain nombre de données. Mais là, vous allez galvauder la pratique qui était une pratique ancienne et qui avait sa valeur. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Changer le procédé. Il faut donner le contenu. Et c'est ça qu'on appelle l'initiation. C'est-à-dire que quand on faisait traverser l'animal, c'était quoi la signification? C'est quoi le contenu? Et ce contenu-là, cette signification-là, elle va se référer à quoi dans le contexte actuel? Voilà le travail à faire. Donc, il n'y a rien de galvaudé. Il y a juste une contextualisation. Voilà. Et pour contextualiser, il faut savoir donc ce qui se faisait avant. C'est pour ça que nous faisons un travail que je dis diachronique. C'est-à-dire qu'on ne vient pas aujourd'hui et puis on invente des choses. On commence par dire que qu'est-ce qui se faisait? Quelle chose se faisait? Et pourquoi? Ça avait quelle signification? Voilà. Quels sont hier, quels étaient hier, quels sont aujourd'hui les cas qui peuvent nous renvoyer à faire le saut? Puisque vous êtes dans la logique de changer les choses. Oui, justement, il faudrait expliquer ce que c'est le taux. Le taux, c'est quoi déjà? Le taux, c'est quoi? Hubert est mieux placé pour nous l'expliquer. Il faut aller par l'approche de définition. On peut approcher le taux sur 3 tenants. Premier point, c'est une maladie qui a ses manifestations. Le taux est la résultance de la transgression des interdits. Le taux est aussi une pratique, c'est-à-dire un rituel. Donc, avant d'atteindre le rituel, il faut d'abord savoir qu'il y a des interdits qui ont été transgressés. Il y a donc une maladie qui a des manifestations, que vous appelez les symptômes. Après, il y a le rituel. C'est comme ça qu'on peut comprendre le taux. Mais dans l'imagerie populaire, on a toujours pensé que le taux, c'est lorsqu'il y a eu mort accidentelle. Justement, c'est une hérésie. C'est une hérésie de penser ça. Parce que le fait qu'il y ait une maladie, le fait qu'il y ait une mort accidentelle, est le dévoilement du taux qui existait déjà. Vous comprenez? Donc, pour savoir qu'il y a le taux dans une famille, il ne faudrait pas qu'il y ait un cadavre. Et pourquoi ça arrêtait même sur l'accident? Avant, il n'y avait pas ces accidents de circulation, mais il y avait le taux. Le taux existe depuis des millénaires. Par exemple, l'abattage. Oui. Voilà. Donc, peut-être qu'on va y revenir pour que vous sachiez quand on dit cette affaire d'accident. Je veux dire que quand quelqu'un vient à mourir par l'accident, comme on appelle maintenant, ce n'est pas par là que le taux commence. C'est la manifestation d'un taux qui existait déjà. Donc ça veut dire que vous devez aller dans une famille, poser un diagnostic et trouver qu'il y a le taux pendant qu'il n'y a aucun cadavre. Voilà ce qu'on appelle l'expertise. Voilà le travail du patriarche. C'est-à-dire que tu ne t'amènes pas quand quelqu'un est allé tomber en route et puis tu viens avec la canne, tu commences à dire qu'il y a le taux. C'est une hérésie. Il faut pouvoir savoir quels sont les symptômes du taux dans une famille. Il n'y a pas de cadavre, je précise, et j'insiste là-dessus. Aucun cadavre, mais il y a le taux dans une famille. Il faut donc savoir déceler ça. Quelles sont donc les manifestations du taux? Et dans vos recherches, c'est quoi, puisqu'on en parle? Tout à fait. Comment identifier? Comment identifier? Il y a beaucoup de signes. On peut en citer 3 ou 4. Quand vous arrivez dans une famille, vous faites un diagnostic qui vous dévoile que sur des générations, je ne connais pas quelqu'un qui a atteint 60 ans, 70 ans dans une famille. Il y a des familles comme ça. C'est-à-dire que les gens meurent rapidement. Ça, c'est la manifestation du taux. À fleur de l'âge. Ça, c'est la manifestation du taux. Vous arrivez dans une famille, un exemple, on vous dit, le grand-père avait fait 20 enfants. Mon père en a fait 10. Moi, j'ai déjà fait 3. Mon enfant a fait 2. Cette famille-là décline. Ça, c'est le taux. Voilà. Vous arrivez dans une famille... Mais ça peut être un choix de la vie. Non, ça n'a aucun... Le grand-père faisait 100 ou 200 parce qu'à l'époque, ça se faisait. Ça peut aussi être le taux. Mais la plupart des cas, c'est le taux. Parce qu'après, tu verras que... Maintenant, toi, tu as 3. Tu peux encore dire que quelqu'un a donné ses réponses parce que le lait coûte déjà cher et machin. Sauf qu'après, ton enfant n'en fera même plus. C'est-à-dire que toi, tu n'auras jamais de petit-fils. Ce sera fini. Tu ne vas plus nous raconter que le lait a fait ceci. Là, tu vas comprendre qu'en fait, c'était au-delà de tes choix, là, c'est autre chose. Après, tu arrives donc dans une famille où, évidemment, vous parlez de ces morts accidentelles. Tu arrives dans une famille où vous voyez les dents. Les gens ont les dents qui sont craquetées, n'importe comment, noires, là. Ça, c'est le taux. Vous arrivez dans une famille où quelqu'un a une toux, il tousse, le sang sort. Ça, c'est le taux. Vous comprenez? Vous n'avez vu aucun cadavre là. Mais ça, c'est l'image. Et
l'un des chapeaux principaux du tso, c'est une grosse malédiction. Et l'un des points profonds qui font mal dans le tso, c'est que le tso, quand il y a des interdits qui ont été transgressés, qui peuvent avoir effet sur des générations. C'est-à-dire que tu peux payer le tribut aujourd'hui d'un interdit qui a été transgressé, on n'a même pas encore rêvé que toi tu allais naître. Voilà la délicatesse de cette affaire. C'est-à-dire que toi tu viens aujourd'hui, tu trouves que tu as fait 3 enfants, tu es même très content, mais tu ne sais pas. Après tu observes que tes enfants n'en ont pas fait. Tu fais tous les hôpitaux là, examen clair. C'est un peu compliqué. Après, quels sont donc les principaux interdits qui auraient été transgressés? Comment on dit les interdits auraient été transgressés? Exemple. Avec mon ami, on discute le terrain. Comme c'est ça qu'on discute le plus. On discute aussi les cannes maintenant, hein, le patrimoine, on discute ça. Après, comme j'entends déjà aussi que les gens sont candidats. Comme je vois que celui-là est candidat, je l'attends au tournant. J'ai fini avec, comme on dit, j'enterre même en brousse. Tu vois? Après, tu commets ce meurtre-là, comme on en commet ici tout le temps, on voit. Ça, c'est un interdit grave qui a été transgressé. Quand tu fais l'inceste, c'est-à-dire que tu vas avec ta parenté, il y a même un point pire. J'apprends qu'il y a des organisations ici qui disent que quand tu es le père, tu dois aussi être le père des premiers enfants de tes filles. C'est-à-dire que tu es là, tu as fait une fille et tu es le père des enfants de tes filles. Ça, c'est des abominations. Vous avez entendu ici, peut-être qu'on y reviendra, on a connu un pape ici qui avait fait une fameuse déclaration, elle s'appelait Fiducia Supplicans. Ça signifiait qu'on devait bénir les mariages homosexuels. Ils ont accroché pour dire que ça ne se fait pas à l'église, hors communion. C'était des bêtises. Tu vas t'asseoir, vous voyez un homme qui s'amène, il va épouser un autre homme, et puis on dit qu'on bénit. C'est l'abomination. Il fallait même pas... Heureusement que l'autre est venu, il a dit que vraiment, oublions ça. C'est des choses gravissimes. Alors, quand vous avez des interdits comme ça, faites-le autant que vous voulez. Mais sachez que vous avez semé la graine de la perdition. Les manifestations du sceau viennent donc comme ça. Et puis, vous arrivez donc à la déclinaison. Quand on a fait cette transgression, nous avons ces manifestations. Et puis, quand le taux sévit dans une famille, il n'y a pas de vie. Hein? Est-ce que les hommes que vous êtes, vous pouvez, dans votre plan, dans votre communauté, dire à telle famille, ce dont vous souffrez là, c'est le taux. Voilà justement notre boulot. Notre boulot, c'est notre devoir. Oui, notre devoir de dire déjà à partir de nos propres familles que ce que vous vivez, c'est le taux que vous vivez. Parce que quelqu'un peut-être 3-4 générations avant vous a commis ces abominations-là. Et nous sommes, c'est notre devoir, c'est notre travail, c'est ce qu'il faut faire dans les familles. Exemple, c'est vrai. Si d'aventure, quelqu'un prend la voiture, hein, comme il y en a toujours sur les routes, il fait un accident. Il est décédé peut-être, ils sont à Douala. Un exemple, je ne souhaite pas qu'il y ait des accidents à Douala. Après, tu es avec ton frère ou un membre de ta famille là-bas, ça arrive là-bas. Après, tu prends toutes les dispositions, tu as fait les enquêtes, tu as dit que les constats de police, etc. Après, tu portes le corps là-bas, tu l'enlèves à la mort, tu perds l'argent. Tu arrives jusqu'à Angoumou, par exemple. Et puis moi, je viens avec ma canne. Quand toute la communauté est rassemblée, je dis que je fais le Ndouangaou. Puis je mets devant les gens pour dire qu'il est mort dessus d'accident. Dis-moi, de toi, moi, je t'apporte quoi? Je te sers à quoi? À rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas possible. Je te sers à rien. Qu'est-ce que vous devrez ajouter? Ah, justement, je dois donner la définition traditionnelle de cette affaire-là. Il faut que je presse en ma chapelle. C'est-à-dire que si un type a fait l'accident, moi je suis quoi? Un policier pour faire des constats? Est-ce que je suis un médecin? Je dois dire que ceci, ce qui est arrivé là, ça s'appelle telle chose dans la tradition, en ma posture. Et voici ce que je dois faire pour que ça n'arrive plus. Et voici comment ça doit se faire. Si je ne peux pas faire ça, cher ami, je ne sers à rien. Alors, parlant de ce rite, vous allez donc procéder à ce que vous appelez la codification. Oui. La codification dans le sens d'harmoniser un peu les rapports avec d'autres entités qui pratiquent aussi ces rites-là, notamment les églises. Peut-être pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Codifier, c'est-à-dire quoi? Voilà. Vous voulez vous départir des anciennes méthodes, de l'ancien procédé? Je ne sais pas si c'est départir. Le terme que nous voulons utiliser, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que nous voulons faire rentrer nos pratiques
dans l'environnement actuel. C'est ça que nous voulons faire. C'est-à-dire que, je veux prendre un exemple. On dit, quand on fait la Les autres ont partiture, parlé d'inculturation. il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a un problème grave. Parce que l'un des principes dans la tradition Betty, c'est que tu ne te lèves pas pour aller faire des choses parce que tu as vu faire. Tu dois recevoir l'onction. Lorsqu'on fait le concile Vatican du début des années 60, on parle de l'inculturation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on adore Dieu par nos pratiques. Il y a une chose là-dedans, au moins deux, qui ont été reconnues comme étant des avancées majeures. Première avancée majeure, c'est qu'on ne dit plus la messe en tournant le dos. Vous savez qu'à l'époque, quand on disait la messe en tournant le dos, résolution pertinente du concile. Deuxième résolution pertinente du concile, la vérité alternative. Vérité alternative. C'est-à-dire quoi? On nous explique que, on disait que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, il est le seul chemin pour arriver là-bas. C'est-à-dire que si tu n'es pas chrétien, Dieu ne croit pas. Or, cette affaire de chrétiens-là, c'est arrivé ici en Volée en 1901. Nous, on était déjà ici depuis les millénaires, on connaissait Dieu. Les musulmans, là, ils ne connaissent pas que Jésus est le seul chemin. Pourtant, ils connaissent Dieu. Donc, l'admission de la vérité alternative, c'est-à-dire que savoir aussi que nous, les religions traditionnelles, avons une vérité. Nous disons à Dieu par nos pères. Pas nécessairement par Jésus-Christ. C'est ça, la vérité alternative. Et donc, quand on parle d'inculturation, il y a eu Monseigneur directeur de mémoire Athanas Bala, il était à Barkwana, il y a eu une cérémonie là-bas. J'aime bien raconter l'histoire. Alors, il y était un conclave, et Monseigneur était au conclave, parce que c'est la famille. Il y a un vieillard, un patriarche, qui lui pose la question. Nous avons appris que vous étiez en réunion à Rome. On vous a dit là-bas que chacun doit louer Dieu avec ses traditions. Mais là-bas, on vous a dit que qui va faire les traditions là? C'est vous ou c'est nous? Voilà la question. Et là, Monseigneur n'a pas répondu. Ça a créé tout un problème. Parce que si vous allez vous asseoir à Rome pour dire que les gens doivent louer Dieu avec les traditions, or c'est ce que nous faisions depuis, c'est vous qui êtes venus nous dire au cours de l'histoire que nos traditions sont devenues diaboliques, il faut les laisser pendant que vous faisiez autre chose. Et puis vous ramenez aujourd'hui pour nous dire qu'on doit louer Dieu avec nos traditions. Qui les pratique? D'où la question que vous posez. Aujourd'hui, on va vous dire qu'un prêtre, il va faire le tso. C'est quel chapitre dans la Bible? Ou bien dans le missel? Mais le prêtre ne se lève pas pour faire ça. Ah. Ce sont les familles qui vont vers le prêtre parce que les familles ont... Non, c'est le prêtre justement qui attire les familles. C'est le prêtre qui attire les familles vers lui. Non, parce en que, leur disant, parce que les familles vous redoutent. Les familles nous redoutent. Les familles vous redoutent, les familles ne comprennent pas très bien votre science. Et il y avait... Et le prêtre leur dit là-bas, c'est pas le prêtre, mais c'est Jésus qui guérit. Et il y avait... Il faut encore qu'il faut y croire. C'est ça la différence. Vous savez que pour croire à Jésus, il faut aller se baptiser. Mais pour que tu sois Betty, tu y es né. Il n'y a pas une inscription quelque part, ni un baptême, il n'y a rien. Quand tu es né, tu es Betty, tu obéis à cette tradition-là. Et c'est une église, c'est une religion traditionnelle. Tu n'es là-dedans. Tu ne vas pas t'inscrire, tu n'as même pas de choix. Voilà. Il faut qu'on note ça très bien, c'est pertinent. Et puis, je veux dire, on dit, est-ce que c'est les gens qui partent vers l'église et machin? Il y avait une congrégation, elle existe encore, Rédempteur Hominis, c'était des Italiens, le peuple italien, ils sont encore quelque part. Alors, j'avais connu un cas, un jeune homme était décédé, nous étions au stade. Après, quelqu'un commence à dire qu'il y a une liste, Les gens sont pris au con, ils vont mourir. Les gens partent donc chez le prêtre, c'était un Italien. On a dit, Père, on m'a pris au con, on a dit que je vais mourir, c'est moi le deuxième nom sur la liste. Le père regarde, il dit, cette affaire-là, ça n'existe pas dans la Bible. Nous, on ne connaît pas ça. Comment on va faire? Voilà. Parce qu'après, il faut arrêter des choses qui sont proches de l'imposture. Mais la question de fond... Est-ce que vous pensez que le prêtre ne... C'est à eux de dire. Ne traite pas de cette affaire? Parce que nous le disons pour le rituel, nous le disons pour le veuvage. Par exemple... Ça vous a dit échappé aujourd'hui. Échappé? Oui, pour le veuvage. Les gens préfèrent faire appel aux religieux. Et ils ne préfèrent pas, je vous dirai pourquoi. D'accord. Ils ne préfèrent pas. Bon. C'est que le monde a juste eu horreur du vide. Voilà. Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons faire cette tradition-là qui, je ne sais pas, parfois, ces choses-là avaient une valeur et on en voit les résultats.
Mais le prêtre qui aujourd'hui vient dans une famille, lors des obsèques, qui dit, bon, vous allez envoyer la veuve chez moi. Parce que pour le rite du veuvage. Ces choses-là, on les fait de façon... on s'écarte de la religion quand les belles-sœurs... On le fait sur la base de la Bible, non, en évoquant... Je ne voudrais pas vous dire ce qui se passe souvent après. Oui, Bon. et justement, le prêtre va demander plus d'argent que les belles-sœurs à côté. Parce qu'après... Le prêtre, par exemple, va demander plus d'argent. Je voudrais quand même me révéler, hein, c'est vrai, que lorsqu'on parle du tso, la pratique du tso, moi, dans le fond, première chose, je prêche à ma chapelle. Je suis garant des traditions Béti. Et quand je parle de ça, je parle en termes de résultats. C'est-à-dire quoi? Maintenant, une étude. Pour dire que tout le monde peut même faire le tso, moi, je n'ai pas de problème. Tout le monde peut appeler ça comme il veut, après il fait. C'est une question de résultats. Citons des cas. Prenons 10 cas de tso. Parce qu'on peut le faire. On dit que ça a été fait par... et ça a été fait par... Voyons les résultats. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire de dire que j'ai fait. C'est une affaire de résultats après. C'est-à-dire, quels sont les indicateurs? Est-ce que vous avez la garantie que ce que vous faites, ça produit toujours de bons résultats? Parce qu'on revient parfois dans certaines familles aussi recommencer. Ah bon, vous avez des exemples? Oui, bien sûr. À combien? Où? Il y a eu, peut-être pas beaucoup d'exemples, mais Ah bon, d'accord. des familles où il y a eu, on a procédé à ce rite-là. Après, on a connu des choses après. Oui, après. Parce que vous savez qu'il y a l'impossible partout. Hein. Oui, il y a l'impossible. Bah, donc, et justement, là aussi, ces familles, c'est sûr que ces familles-là sont allées rencontrer le prêtre. Non, il dit même qu'il évoque qu'il y a eu un pratiquant traditionnel qui est venu se placer pour dire qu'il fait le tour à la façon des petits. Mais on est tombé dans les mêmes travers après. Alors il faut questionner le principe et le procédé. D'où la codification. D'où la codification. On a déjà parlé de l'initiation qu'il faut. Et ce n'est pas tout le monde qui vous dit qu'il fait le tour et qui a la qualité pour le faire. Parce que après. Comment le reconnaître? Je parle donc des résultats. Je parle donc des résultats. Et puis, quand je parle, il y a une action cardinale qu'on appelle la confession. Que tu sois traditionnaliste, que tu sois à l'église, que tu sois quoi, dès que la confession est fausse, tu fais tout ce que tu veux, le résultat sera faux. C'est comme un médecin qui fait un mauvais diagnostic dès le départ. Il va donner le mauvais médicament. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si j'arrive chez toi, après tu as honte de me dire que tu as fait telle ou telle chose. Tu comprends? Tu crois que quel est le type de remède qu'on va donner qui va avoir effet pendant que tu n'as pas dit la vérité? C'est là que ça tourne. C'est là que ça tourne. Et ça, les prêtres ne sont pas les seuls à tomber dans le piège. Même les pratiquants, bêtis, tombent dans le même piège. Si les gens ne te disent pas la vérité, tu ne vas pas la créer. Et ça, il faut donc que... Et pour dire la vérité à quelqu'un, il faut donc des plateformes de confiance. Voilà le problème. Quand on dit que les gens nous redoutent, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse. Nous avons connu de nombreux imposteurs qui avaient, pour la plupart des cas, vocation à régler certains comptes. Après, les gens ont perdu confiance de plus en plus. Et ce n'est pas facile de ramener les gens pour leur dire que voici, nous sommes sérieux. Encore que être sérieux, ça ne se décrète pas. Ça doit se vivre. Et il faut du temps. Voilà. Je voudrais que nous évoquions maintenant, et ça, je suis très content de vous voir en si belle tenue. Vous n'êtes pas les seuls à porter cette tenue. Il y a aujourd'hui, en face de vous, les hommes là et les chefs de 3e degré qui sont également en tenue, qui ont également des cannes comme vous, qui parfois, lors des deuils, prennent la parole. Et lorsqu'une autorité arrive, l'autorité, dans son ordre protocolaire, parfois vous place derrière les chefs traditionnels. Et pour nous qui regardons cette affaire, il y a des incommodités qu'on a du mal à supporter. Je voudrais quand même avoir un peu de pitié, un peu de réserve pour les chefs de 3e degré pour dire que ce n'est pas l'apanage pour eux. Même les chefs de bloc, même les chefs de 2e degré, même ceux de 1er degré. Il faut le dire. Mais ça va être rapide. Il faut que les choses soient très claires. L'appellation chef traditionnel est l'appellation de l'État. Avant, on les appelle les auxiliaires d'administration. C'est ça qu'ils sont. Ils sont des auxiliaires d'administration. Maintenant, il faut quand même questionner le contexte global. Cette problématique-là se pose avec un peu plus d'acuité, singulièrement dans l'ère culturelle béti. Parce qu'ailleurs, dans les autres aires culturelles,
quand vous voyez À l'Ouest, par exemple. à l'Ouest, par exemple, le garant des traditions est le chef traditionnel, c'est-à-dire le relais de l'administration. Il cumule les deux. Au Nord, c'est la même chose. Je crois, même dans les zones côtières, cette problématique se pose avec un peu plus d'acuité ici, parce que, quelque part, il y a une divergence. Il y a une différence entre les deux personnalités, qui, chacune, a pourtant sa mission bien précise, à son honneur et son respect, dans la posture qui est la sienne. Mais évidemment, à l'observation... C'est ce que les chefs traditionnels ici de votre ère veulent copier, parce que, comme ailleurs, ils sont à la fois garants des traditions et puis auxiliaires de l'administration. Voilà. Ils veulent absolument ravir la vedette, vous ravir la vedette et devenir les deux. Mais Je veux bien savoir, est-ce qu'ils ont cette initiation? Qui plus est, on voit les chefs traditionnels aujourd'hui, les chefs, les auxiliaires de l'administration, avec des colliers qui ne font pas partie des colliers de notre tradition, oui. Qui n'ont pas beaucoup de signification dans notre tradition. Je voudrais dire, ça crée beaucoup de confusion. Je voudrais dire, et je crois que je l'ai déjà dit, hein, les choses qui relèvent du sacré, qui sont lors de l'initiation, n'ont rien à foutre avec les affichages. Nous avons déjà assisté de nombreuses fois à l'intronisation d'un chef traditionnel, auxiliaire d'administration. Il y a l'autorité administrative qui prend le décret. Il vient, l'autorité vient, et puis installe son chef, lui donne ses attributs qui sont bien connus. Dans ces attributs-là, ça n'existe aucune canne, aucun chasse-mousse. Hein? Ça n'existe pas. Il y a le képi, avec la tenue vareuse, parfois c'est bleu, parfois c'est blanc. Il y a le cachet. Les épaulettes. Il y a les épaulettes. Voilà ce qu'on donne à une autorité, à une autorité traditionnelle, c'est-à-dire que les gars, voilà ce qu'on lui donne. Maintenant, de là à venir nous dire, demain vous avez déjà de fait telle ou telle forme d'initiation, libre à vous. Mais sauf que je dis et je le répète, ça se passe au résultat. Vous pouvez même, je voudrais vous dire, le travail d'un gardien de tradition, ce n'est pas de parler au dé, hein, c'est la dernière émission. C'est la dernière de ses missions. Ce n'est pas son job, aller parler au dé. Prenez même n'importe qui parler dans le dé. Ce n'est pas ça le job d'un gardien de tradition. Il doit officier, escalader, et il a son couloir d'action. Ce n'est pas parler au dé. C'est la dernière des choses qu'il aurait dû faire. Pourquoi c'est la dernière des choses? Quand tu es le garant des traditions, tu es le gardien. Quand tu es le gardien de quoi? Tu es d'abord le gardien des personnes. Les personnes dont tu es le chef. Ça veut dire que si quelqu'un là est décédé, en fait tu passes au tribunal. Voilà le fondement de ce qu'on appelle chez les bêtis un silaou. On fait le silaou, c'est-à-dire qu'on te demande de cause la mort de quelqu'un parce qu'on t'a d'abord confié cette personne pour la garder. À toi, on t'a confié cette personne-là pour la garder. Ça veut dire que quand cette personne-là est décédée, monsieur, vous devez rendre compte. C'est pour ça qu'on te demande, parce qu'on t'a donné. Donc, quand tu viens là, tu es au tribunal. Et tu ne vas pas te placer là-bas pour parler. On peut prendre quelqu'un qui peut porter la voix pour dire que voici ce qui s'est passé. Parce que toi, tu passes au tribunal, monsieur. Après, bon, on a transformé cette affaire. C'est devenu le grand espace où on vient faire toutes sortes de parades. On vient avec toutes nos belles tenues. On a mis tous les coris qui n'ont aucune signification ici. Je vois des cannes maintenant. Hein. Il y a la tête de machin, la tête de lion et ma tête. Toi, tu avais vu ton père avec une canne qui était longue comme ça, avec les têtes de bœuf, les têtes de canne, tu as vu un patriote ici, un seul avec tout ça. Ça n'a jamais existé. Mais c'est ce qu'on a maintenant partout. Ça, c'est zéro comme initiation. Ça peut déplaire à quelques-uns, mais bon, c'est ça qu'il s'agit. La canne que tes parents avaient, elle est bien connue, on la connaît. Alors, vos rapports avec l'autorité de l'État, avec ces chefs traditionnels, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Au sortir de ces assises qui sont annoncées, vous souhaitez quel type de rapport? Nous souhaitons une chose. Hein. D'abord, il faut que chacun prêche en sa chapelle. Première chose. Deuxième point, lors des cérémonies ouvertes, voilà là où ça peut souvent créer des problèmes. Cérémonie ouverte, c'est quoi j'appelle? Par exemple, lors des obsèques, il y a la tradition qui doit avoir cité. Il y a l'église qui est là. Il y a souvent l'État, c'est-à-dire représentant de l'État. Le plus souvent, on vous dit, il y a mes amis là, ils disent qu'ils sont protocole d'État. Quand les gars s'amènent, tu es patriote, le gars te ramasse, il te jette là-bas, parce que l'autorité de l'État est venue. Je veux dire que si on ne se met pas ensemble, si on ne crée pas des plateformes de collaboration
pour trouver les bons chemins. Comment on va souvent faire quand on se trouve ensemble, les trois tenants, lors d'une cérémonie? Mais, patriarche, vous reconnaissez quand même que de temps en temps, vous dérangez aussi. Chacun dérange. Je prends un exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui est ça. Hein. Je prends un exemple. Hein. Lorsqu'il y a une cérémonie d'inhumation, par exemple, c'est la famille qui communique aux autres entités en dehors de vous, le programme. Oui. Et dans ce programme-là, chacun doit trouver son espace. Tout à fait. Or, vous avez des assises qui commencent la nuit et qui se prolongent dans la journée. Parfois, ça empiète sur le programme des autres. Le plus souvent. Des conflits. Parfois, c'est le prêtre qui arrive. La messe est annoncée à 14 h. Il est obligé d'attendre 15 h alors que lui, il a un programme d'inhumation à suivre. Et au final, il est arrivé, ça je l'ai vécu, que vous êtes encore en conclave, on commence la messe et ça crée des frustrations. Est-ce qu'on ne peut pas, dans l'ordre de l'harmonisation que vous recherchez, penser à faire que ces choses-là se passent normalement? Voilà justement l'objet, hein, l'objectif de cette... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on tienne compte qu'il y a tous ces tenants-là et que chacun se place dans le... Voilà. C'est-à-dire que chacun respecte l'autre. Évidemment, si je vous dis que venez dire la messe, par exemple, pour parler du clergé, venez dire la messe à 15 h. Et que à 16 h, moi-même, je suis encore dans mes conclaves parce que j'ai toutes sortes de problèmes là-bas. Évidemment, c'est ridicule. Ça peut pas se faire. C'est un manque de respect. Voilà. Donc, il faudrait, en même temps que l'on questionne nous-mêmes notre façon de faire, en même temps qu'on se dise, parce que parfois, j'ai connu des cas aussi, hein, j'ai connu des cas où je suis sorti du conclave à midi, la messe était prévue à midi et demi, le prêtre est venu à 15 h. J'ai connu des cas. Je suis connu des cas où nous disons qu'on va enterrer à 15 h le représentant du chef de l'État, il s'amène à midi parce qu'il a d'autres types de programmes, et il vient avec la brigade, et puis on dit tout le monde, allez vous asseoir. Mais il faudrait qu'on dise, hein, que ces choses sont quand même délicates, hein, et que chacun assume que quand quelqu'un est décédé là, la personne qui a la parole, c'est la famille. Ça fait près d'une heure que nous parlons de ce sujet. Je n'ai pas, Patriarche, je n'ai pas suivi la place de la femme dans votre ordre. Vous êtes éloigné des femmes? Nous ne sommes pas éloignés des femmes. Nous ne sommes pas éloignés des femmes, mais dites-vous que nos parents, je ne sais pas s'il y a eu un seul chef de famille, à l'époque on ne les appelait même pas hommes-là. Les hommes-là, c'est un mot qui arrive il n'y a pas très longtemps, mais les femmes n'ont jamais été au devant de la scène pour, par exemple, à dire une cérémonie de deuil où il faut faire le don, où on voit une femme qui arrive, qui le fait. Mais aujourd'hui, vous laissez les femmes venir demander de quoi est morte la personne qui est... Oui, mais c'est des pratiques qui ne sont pas encouragées. C'est des pratiques qui ne sont pas encouragées. Chez nous, par exemple, nous voulons, et je suis en train de travailler avec ma petite famille, je leur dis que seuls les hommes-là ont ce pouvoir de venir se tenir devant les gens et de demander de quoi est bon. Je ne sais pas. Le reste, les associations, les femmes et autres, je crois qu'on peut le voir sous forme de témoignages, le témoignage que les gens peuvent faire après. Mais c'est là, vous savez, dans notre organisation traditionnelle originelle, il y avait deux entités principales, deux rites cardinaux qui gouvernaient notre société traditionnelle. Il y avait chez les hommes le sceau, là nous parlons du sceau, et chez les hommes le sceau, et chez les femmes le mvungu. Ça veut dire que quand nous parlons aujourd'hui de redonner vie à notre tradition, votre question a tout son fondement. Toutes les traditions bêtis ne relèvent pas seulement du ressort des hommes. Il y a des couloirs qui sont spécifiques à la femme. Et vous savez que, évidemment, dans le cas de l'arrondissement de Ngoumé, il y a une association qui s'appelle Mvungu Binga. Et nous avons des passerelles de communication, d'échange. Nous travaillons ensemble. D'ailleurs, le 3 janvier, vous verrez tout un grand groupe de femmes, cette association-là, elles seront mobilisées, elles seront là parce qu'elles ont des choses qui relèvent de leur couloir. Par exemple, quand vous accouchez un enfant aîné, vous allez souvent dans cette affaire-là pour savoir comment on fait l'accouchement, comment on fait le nombril, la fontanelle d'un enfant, comment on fait avec les nouveau-nés, ça relève des femmes. Comment on fait pour codifier, donner un certain nombre de vie, une éducation à l'enfant, à la jeune fille, ça c'est pas l'homme.
Et de nombreuses choses sont en train d'être faites dans ce couloir. Donc les femmes ne sont pas du tout mises en marge dans l'organisation que nous faisons parce que nous voulons redonner vie à notre tradition et ce n'est pas seulement du ressort des hommes. Nous avons nos mamans qui travaillent d'arrache-pied. Il y a toute une association avec laquelle nous travaillons et qui fait des... C'est vrai, nous travaillons avec cette association, nous travaillons avec les femmes, Oui. mais les femmes ne peuvent pas se mettre au devant Bien tout sûr, le temps. bien sûr, C'est-à-dire, bien sûr. nous parlons par exemple des cérémonies de deuil. Moi, je ne sais pas si une femme, pour le moment, peut déjà se mettre devant pour... Elles sont, comme le dit le patriarche Bounou, les femmes sont là, elles ont leur rôle, elles ont leur couloir, comme il le dit, mais ce n'est pas un couloir toujours visible. Mais nous reconnaissons que les femmes ont déjà ce couloir-là. Voilà. Nous arrivons au terme de cet échange, le dossier du jour qui porte sur les rencontres culturelles des peuples Petit Fan. La 7e édition est annoncée les 2 et 3 janvier 2026. C'est dans la localité de Yéné, arrondissement d'Ongoumou, département de la Meuf-Yakonon. Les membres de l'ordre des hommes Petit Fan nous ont fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau pour que nous évoquions ensemble ces questions qui parfois perturbent notre entendement. Les questions sur la codification et les rapports entre eux et puis d'autres entités telles que les églises ou l'autorité de l'État. Alors, on va vous laisser partir peut-être avec un dernier message, un appel à la mobilisation peut-être. Il va de soi que nous voulons d'abord remercier toute l'équipe de BNews One, tout le plaisir est le nôtre de nous avoir aidé, nous avoir donné l'occasion de passer le message. Le premier message est le message de la mobilisation. Nous entendons bien accueillir l'ensemble des dignitaires Béti, les gardiens de la tradition, ou pas, le vendredi soir à Yéné, comme dit tout à l'heure, dans l'arrondissement de Ngoumou, département de la Meuf-Yakonon, à partir de 18h, parce que le conclave, proprement dit, va débuter à 20h, et puis le samedi 3 janvier 2026, à partir de 8h du matin, nous attendons l'ensemble des populations, les élites, les forces vives, toutes les organisations relevant de ce secteur pour la grande solennité qui va consister aux enseignements, à la communication des résolutions, à la purification et à l'envoi à mission des peuples. C'était donc avec beaucoup de plaisir que nous avons fait notre immersion dans BNews One, chaîne de télévision à laquelle nous souhaitons bon vent. Vous êtes toujours les bienvenus, n'hésitez pas à nous saisir, les portes de BNews One sont ouvertes. C'est cela, la vocation qu'on donne à cette chaîne, être proche de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent, proche de leurs préoccupations, pouvoir en parler, c'est la moindre des choses. Luc Maxime Onkoulou Elada, membre de l'Ordre des Hommes Lobeti, Hubert Bounougou, secrétaire général de l'Ordre des Hommes Lobeti Fan, merci de nous avoir rendu visite. Merci à toute l'équipe technique, à la rédaction de BNews One qui nous a permis d'échanger avec vous pendant tout ce moment. Le dossier du jour s'achève à une autre édition.